Bonjour, merci à tous d'être là et de m'accueillir. Je vais vous raconter pas mal de choses assez rapidement, mais pas tout, bien entendu, parce que c'est extrêmement complexe. Donc on va démarrer. Évidemment, on parle là d'un service écosystémique. Tout à l'heure, Benoît développera particulièrement le service de pollinisation, mais les services écosystémiques sont bien plus larges que la pollinisation. Cela dit, il y a des services liés au phénomène de pollinisation et notamment à la vie des milieux dans les milieux naturels. Je ne m'attends pas là-dessus. Cette partie aussi sera redéveloppée tout à l'heure par Benoît qui traitera spécifiquement de ça. Mais rappelez-vous qu'on parle d'un élément majeur, c'est près de 9 plantes sur 10 sont là parce que la génération d'avant, des insectes se sont baladés sur leurs fleurs et qu'en termes d'alimentation, c'est les 3/4 de la diversité de ce que vous mangez, ce qui représente le tiers du tonnage, puisque l'essentiel de la production, c'est du riz, du maïs, enfin des plantes qui sont dont le pollen est transporté par le vent. Voilà. Donc c'est quand même important. Quand on cherche des millions par-ci, par-là, vous voyez qu'à l'échelle de la planète, c'est près de 500 milliards d'euros qui sont rendus comme service gratuit par le fait que les insectes, et notamment les abeilles, mais vous verrez pour des raisons comportementales et anatomiques, assurent l'augmentation de production. Cela dit, une bonne pollinisation, c'est une augmentation de production, très bien, tout le monde est au courant, mais c'est aussi des fruits plus gros, plus sucrés, avec plus de pépins, noyaux, etc., et plus sujet à la conservation. Ils tombent plus tardivement et ils se conservent mieux. Donc ce n'est pas simplement de la quantité, c'est aussi de la qualité. Après, il y a tout un tas de services indirects, au-delà de la perte de fruits et de légumes qui seront développés tout à l'heure en images, vous le verrez. Il y a des services indirects qui risquent de disparaître avec le service de pollinisation. Par exemple, les vaches ne mangent pas de l'herbe, contrairement à ce qui est dessiné sur les pots de lait. Les vaches, elles mangent des plantes herbacées pour une bonne part, mais pas que de l'herbe. Elles mangent aussi énormément de plantes à fleurs. Elles mangent des insectes, elles mangent des feuilles. D'ailleurs, c'est un des moyens pour le bétail de se traiter contre les tanins, de manger les feuilles. Et tout ce complexe de floristique lui donne les qualités organoleptiques pour son lait, son beurre, son fromage. Et donc ça, c'est lié à la pollinisation. C'est-à-dire qu'avec un déclin de la pollinisation, vous perdez les AOP, puisque les AOP sont contrôlés par des botanistes. La diversité botanique va induire le service de production et de qualité organoleptique des laits. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup... La viande, évidemment. La viande, s'il n'y a plus à manger pour les vaches, vous aurez des problèmes de viande. Voilà, je ne m'étends pas là-dessus, mais ça va bien au-delà. Et alors, vous verrez plusieurs fois dans la journée des phénomènes ou des idées d'opposition entre l'abeille mellifère et l'abeille sauvage. Ce n'est pas du tout l'idée. Seulement, quand on a une approche biologique de la problématique, l'abeille de ruche, c'est une espèce sur 1000 en France. Voilà, donc nous on le traite de façon biologique. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on prend tous les produits de la ruche réunis, miel, propolis, cire, gelée royale, pollen et venin, voilà ce qu'on peut extraire d'une ruche, ça représente des centaines de millions d'euros à l'échelle de l'Europe. Mais vous voyez qu'on parle de plus de 14 milliards en termes de plus-value issue de la pollinisation. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont assez phénoménaux et qui, pour le coup, permettent aux agriculteurs d'avoir une augmentation de leur qualité de travail sans forcément travailler. Et c'est des choses sur lesquelles on doit porter attention, parce que la qualité de vie de nos agriculteurs est un véritable problème aujourd'hui. Alors revenons à nos moutons, nos insectes. Les insectes qui volent, c'est des insectes adultes. Si vous voyez une petite mouche, c'est pas le bébé d'une grosse mouche. Une petite mouche, son bébé, c'est un petit asticot. Une grosse mouche, c'est un gros asticot. Mais donc un insecte qui vole est un insecte adulte. S'il vole, il a besoin d'énergie pour voler, pour se balader de fleur en fleur et parfois faire des kilomètres. Et l'énergie, vous la trouvez dans le sucre. Vous savez, les sucres lents, eux, ils n'ont pas accès à ça. Et ils vont manger des sucres rapides, donc qui leur permet de dégager l'énergie nécessaire à se balader de fleur en fleur. Et donc c'est une des raisons de la coévolution des abeilles, des insectes floricoles qui viennent dans les fleurs trouver de la nourriture et qui, par inadvertance, transportent du pollen et assurent le phénomène de pollinisation. Donc tous ces animaux qui sont floricoles, certains vont assurer un travail plus ou moins efficace, on va les appeler des pollinisateurs, et il y en a qui sont plus ou moins délétères, qui peuvent brouter un certain nombre de parties florales, comme les cétoines, etc. Voilà. Bon, en tout cas, c'est deux choses que les insectes viennent chercher dans les plantes. Un liquide sucré, le nectar, qui une fois déshydraté par les abeilles, passé de bouche à bouche, les abeilles de ruche, seulement cette espèce est capable de le faire en Europe, par trophalaxie, le transfert de nectar de bouche à bouche 100 à 150 fois, vous obtenez un nectar déshydraté à 17-18% d'eau, et c'est un miel imputrescible avec toutes ses qualités alimentaires, médicinales, réparatrices, fabuleux produit que le miel. La pollinisation, puisque c'est ça qui va nous intéresser, la définition académique, c'est le transport d'un grain de pollen d'une étamine donc à l'organe mâle à l'organe femelle d'une autre fleur, mais de la même espèce, bien entendu, comme l'a rappelé François. Et ça, c'est quand même indispensable, parce que sans ça, il n'y a pas de fécondation croisée. Et sans fécondation croisée, il y a des phénomènes d'autofécondation, et donc des phénomènes de perte de plasticité génétique, de perte d'adaptabilité, et d'isolement de population et de dérive génétique. Voilà, tout ce qui nous intéresse là-dedans, je vous l'ai dit, c'est la production en termes anthropomorphiques et anthropocentrés, c'est la production de fruits au sens botanique. Parce que les poivrons, les tomates, les courgettes, les aubergines sont des fruits en botanique. Si vous appelez ça des légumes quand vous les faites cuire.
Donc le pouvoir des fleurs, c'est d'attirer donc des insectes. Certes, des pollinisateurs qui vont assurer leur reproduction, mais comme je l'ai dit, énormément d'insectes volants viennent dans les fleurs, et notamment énormément d'insectes auxiliaires qui vont jouer d'autres fonctions, notamment les fonctions de prédation, le contrôle biologique, le parasitoïsme aussi, qui permettent de contrôler certains ravageurs des cultures, le recyclage de matières organiques, enfin tout un tas d'autres services liés à la présence de fleurs, et donc indirectement à la présence de pollinisateurs. Voilà, et énormément d'insectes qui se développeront, qui permettront la structuration de la base de la chaîne alimentaire. Une fois que les plantes sont là, les insectes phytophages sont là, et les insectes carnivores, puis les vertébrés, que sont les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, vont pouvoir consommer. Donc on est vraiment un élément aussi structurant de la chaîne trophique. Donc les insectes pollinisateurs, ils existent depuis plus de 100, 120, 130 millions d'années. Vous voyez qu'une photo de Trips reconstituée de 110 millions d'années. Mais on a en France plus de 5000 papillons de nuit, 250 papillons de jour, on a des milliers de coléoptères, des milliers de mouches moustiques, des milliers d'hyménoptères. Alors pour rappel, on a 34 amphibiens en France. Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres, pélobates, pélodites, sonneurs, etc. 34. 39 reptiles, serpents, lézards, tortues. 187 mammifères, 400 oiseaux. Okay, quand on parle des insectes, c'est ces volumes-là. Donc on parle d'éléments qui sont extrêmement structurants pour le fonctionnement des milieux. Ce sont eux, comme on en parle aujourd'hui, qui assurent la reproduction des plantes, mais ce sont eux qui assurent aussi le contrôle biologique, notamment sur nos cultures, le contrôle des prédateurs. Ce sont eux qui assurent l'essentiel du recyclage de la matière organique et qui est le bouclage de la chaîne trophique et donc la restitution de la matière organique au sol, aux plantes, et on recommence le cycle. Donc oui, on ne parle pas de psychopathes qui s'amusent à piquer les insectes pour en faire la collection. On parle d'éléments extrêmement structurants. Donc en photo, ça donne ces choses-là. Des punaises qui viennent se nourrir notamment de façon complémentaire lorsque leurs proies peuvent manquer, et qui, le reste du temps, eh bien, ça se nourrissent de tout un tas de pestes au sens agricole, au sens horticole. Vous voyez des individus en train de manger des pucerons, des acariens, des cochenilles, voilà. Et donc ces bestioles-là, elles bénéficient de tout un tas de plantes, de fleurs, sur lesquelles elles vont se réfugier. Mais alors il ne s'agit pas que ce soit des bégonias ou des chrysanthèmes à triple ou quadruple pétale, parce que ça ne marche pas, bien évidemment. Mais là, je suis pas, enfin, j'en vois quelqu'un qui sourit, mais on parle simplement d'évolution. On ne peut pas donner un support à des bestioles en leur disant adaptez-vous avec ça, ça fait 30 ans qu'on les a amenées, alors que ça fait 50 millions d'années qu'elles vivent sur d'autres plantes. Donc c'est là où l'intérêt de la nature sauvage dans et autour des cultures, dans les villes et dans les campagnes, restituer de la nature sauvage permet de restituer cette fonctionnalité qui marche. On ne va pas réinventer la poudre. Les choses, elles marchent, on nous l'a dit, depuis 3,5 milliards d'années. Ça fait 2 millions d'années qu'on tient debout. Ça fait 100 000 ans qu'on parle d'homme moderne. Ça fait 10 000 ans qu'on fait de l'agriculture. Et ça fait moins de 150 ans qu'on défonce la planète à coups de produits et de mécanisation. Je veux dire, il faut quand même qu'on se réveille un moment. Donc ces punaises, voilà, elles vous permettent de lutter contre les insectes ravageurs, tout en bénéficiant des fleurs et de l'attractivité qu'elles vont pouvoir assurer pour tout un tas de belles bestioles. Alors ça, c'est les médias à capitale sympathie. Voilà quelques exemples des 250 espèces de papillons de jour, avec des satyres, des mégères, des Robert le Diable, des Vulcains, des pans de jour, avec des noms magnifiques, notamment empruntés à la mythologie grecque. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, tout le monde aime bien les papillons de jour. Les papillons de nuit, il y en a beaucoup plus. Alors quelques-uns qui sont parmi qui font des dégâts à l'état larvaire, c'est le cas pour les papillons de jour, pour certains papillons de jour aussi, puisqu'évidemment toutes les larves de papillons s'appellent des chenilles et consomment des feuilles. Mais cela dit, ça reste assez négligeable, il n'y a pas 5000 espèces de papillons de nuit qui font des dégâts, ça reste quelques espèces. Donc voilà des exemples de formes, les sphinx et les bombix, donc des gros papillons qu'on peut voir en ce moment voler la nuit. Les coccinelles, qui elles aussi vont se nourrir dans les fleurs lorsqu'elles sont adultes et que, notamment on est en début de saison ou en fin de saison ou en plein été lorsqu'il manque des pucerons. Et c'est les larves surtout qui vont consommer énormément de pucerons. Mais pour attirer ces bestioles, encore une fois, vous avez besoin de couverts végétaux et de couverts végétaux indigènes et locaux. Et on en reparlera tout à l'heure en fin de journée. Voilà les exemples de coléoptères avec les longicornes, avec les cétoines, avec des groupes qui sont donc à l'état larvaire des décomposeurs de matière organique et notamment de bois. Ils décomposent des troncs morts, des branches, des branchettes, des brindilles en fonction de la taille de la larve. Et les adultes se nourrissent dans les fleurs, donc assurent aussi par le phénomène de visite des fleurs un service de pollinisation. Après, on rentre dans un groupe qui commence à être plus efficace en termes de transport du pollen, qui tout le temps, enfin une bonne partie de sa journée dans les fleurs. Et vous reconnaissez peut-être en bas
j'imagine que j'ai un pointeur, en bas, les asticots qui se nourrissent de pucerons. Donc c'est les cirfes, ce groupe de mouches qui fait du vol stationnaire parfait. Dès que vous avez vu un insecte fait du vol stationnaire parfait en lisière de bois, c'est forcément un cirfe. Et les cirfes ont des asticots à filiphage qui consomment les pucerons. Vous pouvez facilement les reconnaître avec ces petites taches d'encre là. Quand vous trouvez ça sur une plante, c'est le contenu intestinal d'une larve de cirfe. Alors comme elles sont nocturnes, ça vous fait un indice de présence, ça vous permet de savoir qu'elle est là sans la voir. Quand vous voyez une crotte de chien sur le trottoir, vous savez qu'il y a un chien qui est passé, vous n'avez pas besoin de le voir. Mais c'est de la biologie, ça, hein. C'est pas une blague. Ça s'appelle un indice de présence. Donc quand vous voyez la crotte... Non mais ça fait toujours rire ça, mais c'est vrai, c'est un indice de présence. Quand vous voyez une crotte de cirfe, c'est que la nuit, il y a un cirfe qui s'est baladé. Voilà, très bien, ça nous arrange, parce que ça remplit un boulot sympa. Alors il y a dans le document produit par Besançon, il y a cette petite bête, là, Lydia Timpsoni, qui est une des taquinaires, donc ces mouches-là, qui pour une part pourraient être prises pour des mouches domestiques, et qui finalement, regardez, sont des mouches tout à fait particulières, avec une tête plutôt petite, plutôt blanche, des yeux relativement petits, et puis des poils hérissés sur le corps. Alors ces mouches, elles pondent à l'intérieur des chenilles ou des punaises. Ce sont des auxiliaires extrêmement efficaces pour le contrôle des punaises et des mouches. Mais il leur faut absolument des fleurs. Alors là, absolument, et notamment des achillées, des ombellifères, les plantes qui sont très attractives pour ces groupes d'insectes. Alors il y a beaucoup d'autres insectes, je ne vais pas les développer, vous avez vu le nombre de bestioles qu'il y a, mais n'oubliez pas que les chrysopes, les névroptères avec les chrysopes et les héméropes se retrouvent aussi dans les fleurs, alors que les larves consomment des pucerons, les perce-oreilles consomment des pucerons, mais quand il en manque, ils vont aussi récupérer de la nourriture dans les fleurs, comme tout un tas de prédateurs, puisque le pollen, c'est essentiellement de la protéine. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ont fait les abeilles. Elles sont issues de populations qui chassaient avant, je vais vous en parler juste après, et elles sont devenues végétariennes. Bon, en l'occurrence, quand on mange de la protéine, vous pouvez manger de la protéine animale, c'est le cas pour vous, hein, des animaux, des poissons et de la viande, mais vous pouvez aussi manger de la protéine végétale, des légumineuses ou bien de l'ortie. Il y a 2 fois plus de protéines dans l'ortie que dans le soja. Pour ceux qui sont végétariens, ça vaut le coup de s'en rappeler, parce que les sojas reviennent essentiellement d'Amérique tropicale, après déforestation des forêts tropicales. Et pour une part, les chaînes transgéniques et conventionnelles ne sont pas séparées. Donc voilà, si vous voulez faire un petit truc, mangez de l'ortie plutôt que du soja. Pardon, c'était juste une petite digression. Rapide focus sur les hyménoptères et les abeilles. Alors on a un groupe qu'on appelle les tentraides ou les mouchassis, qui n'ont pas de taille de guêpe, et dont les larves sont des fausses chenilles avec plus de 5 paires de fausses pattes, et qui sont défoliatrices. Donc elles peuvent consommer des plantes, et notamment en espace vert, il y a certaines plantes, sur la tentraide du rosier, etc., qui peuvent faire des dégâts. Alors des dégâts qui sont tout à fait contrés et contrables facilement, par la mise en place d'une gestion différenciée extensive et surtout par la diversification des plantes. Si vous plantez une ligne de fusain et que vous avez les hyponomeutes qui se pointent, c'est Halloween au mois d'avril. Parce que toutes les feuilles sont défoliées et vous avez donc des toiles qui pendent jusqu'au sol. Par contre, si vous avez un fusain, un aubépine, un troène, un chêne, et que vous répétez comme ça des séquences, oui, il y aura un fusain de temps en temps qui pourra être attaqué, du coup ce sera noyé au milieu de la masse, mais surtout, il y aura de la réponse autour. C'est-à-dire que toute population, alors ça c'est un dogme, vraiment les dogmes c'est quand même compliqué, mais en science on peut quand même en imposer quelques-uns, toute population se développe en fonction des ressources dont elle dispose. Vous mettez beaucoup de fusains, il y a beaucoup d'hyponomeutes. Vous voyez, c'est des choses qui explosent. Et surtout, une population qui explose, elle est là pour une seule chose, réparer l'erreur qui s'est produite, naturellement ou artificiellement. Quand vous plantez que du maïs sur 1 km de long par 2 km de large, c'est une hérésie naturelle. La pyrale du maïs et la chrysomèle du maïs, elles sont là pour venir réparer cette horreur naturelle. Alors, je ne suis pas en train de parler d'humain, d'agriculture, là je suis en train de parler de biologie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand vous avez beaucoup de pucerons, c'est que vous avez beaucoup de supports à pucerons. Certes, ça donne la possibilité de développer des auxiliaires et des prédateurs de pucerons, sauf si on y intervient. Parce que lorsqu'on intervient et qu'il n'y a pas les ressources nécessaires pour accueillir les prédateurs, vous favorisez uniquement les pucerons et les ravageurs qui ont une capacité de reproduction exponentielle. C'est pour ça que l'intervention humaine casse les cycles, casse les chaînes. Et qu'est-ce qui redémarre? Il redémarre ce qui peut se reproduire en masse, c'est-à-dire ce que vous appelez les mauvaises herbes et les pestes. Donc les entraides, elles ne sont pas finalement très intéressantes. Alors en termes de pollinisation, si vous voyez d'ailleurs qu'elles sont couvertes de pollen, hein, et pour une part, pour les déterminer, il faut souvent les brosser pour essayer de voir ce qui reste en dessous. Donc c'est des animaux qui sont tout à fait intéressants dans le transport de pollen. Beaucoup de micro-hyménoptères, donc qui eux se pondent à l'intérieur comme aliens, hein, pondent à l'intérieur d'un individu, la larve se développe en mangeant les parties non vitales et finit par le tuer, par sortir, et donc c'est ce qui va pondre à l'intérieur du carpocaps de la pomme, etc. Mais les adultes se nourrissent dans les fleurs, encore une fois. Donc vous voulez protéger vos vergers, il faut nécessairement des fleurs. Les guêpes,
Bon, alors on les aime pas, mais c'est dommage, hein. D'ailleurs, cette grosse guêpe là est protégée en Allemagne, le frelon, mais ça vaudrait le coup de s'y pencher parce qu'on en a peur, on en fait tout un pataquès et finalement, bon, ben, c'est pas si dangereux que ça, c'est pas si agressif que ça, et surtout, jamais, jamais, au grand jamais, pour ceux qui en doutent, venez samedi, on fera une sortie, je vous le montrerai, vous ne pouvez vous faire attaquer par une guêpe ou une abeille. Ça n'est pas vrai. Elles répondent toujours à une agression. Vous les agressez, elles répondent. Alors vous pouvez ne pas avoir vu l'agression et vous dire « Oh là là, mais moi j'ai rien fait, j'étais tranquille là et puis je me suis fait attaquer ». Alors vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans les 3 minutes qui ont précédé. Mais c'est toujours une réponse à une agression, sauf si vous êtes devant le nid. Un nid social va mettre en danger les ouvrières, qui sont les cellules tueuses de la colonie, pour vous faire partir. Mais vous mettez les mains dans un nid de mésange, les parents vous picorent la tête. Vous piquez un landau dans la rue, les parents vous sautent dessus. Donc c'est la même chose. Pourquoi est-ce que les guêpes n'auraient pas le droit de faire ça? Ou les abeilles? Donc en l'occurrence, les seuls dangers existent avec les abeilles domestiques, les abeilles sociales, les bourdons qui sont aussi sociaux, et les guêpes sociales. Voilà, il n'y a que quelques groupes d'espèces en France qui sont susceptibles d'être dangereux devant leur nid, uniquement. Sinon, il faut les écraser ou les prendre à la main, ou etc. Mais je fais un geste et la guêpe, elle m'agace. Mais non, si vous faites un geste et que vous lui mettez un coup, la guêpe, elle s'en va. Je veux dire, imaginez-vous croiser un éléphant en Afrique. Si vous mettez un coup de trompe, vous faites quoi? Vous retournez? Non, vous partez en courant. Voilà. Non, mais évidemment, à l'inverse, si l'éléphant jamais il vous attrape avec sa trompe, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous attendez que ça se passe ou vous essayez de vous libérer? Bon, c'est ça que la guêpe fait quand vous lui marchez dessus, quand elle est coincée dans un t-shirt ou quand vous la prenez dans la main par inadvertance. Vous comprenez? C'est une défense. Voilà. Les guêpes ou les abeilles. Alors cela dit, il y a des ancêtres des guêpes, les ancêtres des abeilles, les cousins des abeilles, qu'on appelle les sphégiens, et qui, eux, paralysent des proies. Donc les amophiles vont paralyser des chenilles, les filantes vont paralyser des abeilles, essentiellement des abeilles mellifères, les eumènes, qui sont des guêpes, eux, pour elles, vont paralyser des chenilles, et les pinfrodons vont paralyser, vous voyez, des pucerons. Ils les paralysent, ils les piquent sur les centres moteurs, ils les transportent dans un trou, ils pondent un œuf, ils ferment la porte, et la larve consomme les insectes vivants, mais paralysés. Voilà, extrêmement efficace pour contrôler un certain nombre de populations, mais là encore, il faut des fleurs pour les adultes, et il faut des ressources pour qu'ils puissent installer leur nid. Alors ça peut être du sable, des zones sablonneuses, ça peut être des trous, ça peut être des tiges à moelle tendre, ça peut être des zones pareilles sablonneuses entre les dalles. Alors entre les dalles dans les villes, si on a du sable, toutes ces bestioles peuvent s'y installer. Si on a mis des joints en béton, bah c'est fini, il n'y a plus rien. Et juste, ça ne change rien, si ce n'est augmenter la surface de perméable, imperméable, je veux dire, donc ça pose un problème. On va quand même passer un petit peu de temps là-dessus, parce que voilà quelques exemples d'abeilles sauvages, parce que c'est quand même l'idée de vous parler un petit peu sur la moitié de la présentation des abeilles sauvages. Donc, comment on distingue une abeille d'une guêpe? Alors, en schéma, ça donne ça. Une abeille, ça a des pattes postérieures qui sont plutôt larges, ce qui n'est pas le cas des guêpes. Et puis, ce premier segment du thorax, le segment, je vous passe le nom, le prothorax, il n'est pas visible en position, quand vous le regardez par au-dessus, il n'atteint pas la base des ailes, qu'on appelle les tégula. Alors que chez les guêpes, qui est généralement le pronotum est jaune, on le voit, il rejoint les tégula. Alors ça, c'est les éléments, les critères qui sont un petit peu compliqués à expliquer, c'est quand même toujours mieux un dessin. Voilà le pronotum, on ne le voit pas chez les abeilles, c'est un tout petit collier, et le voilà chez les guêpes, il rejoint la base des ailes. Donc première différence. La deuxième, c'est évidemment la patte postérieure, vous voyez la largeur, mais surtout, le plus simple, c'est qu'instantanément, dès qu'une guêpe frôle le sol, elle va replier ses ailes. Tous les insectes vont replier les deux ailes, bon, il y a 4 ailes sur un insecte, les deux ailes gauche ou droite, l'une paire sur l'autre, mais les guêpes, quand elles font la même chose, et quand les ailes se rabattent, elles se replient une fois dans la longueur. C'est pour ça qu'on dirait que les guêpes ont des ailes plus fines que les autres insectes, et elles ont un bord droit, puisque c'est la pliure, c'est le bord pliure. Donc voilà le meilleur moyen de distinguer une guêpe de tous les autres insectes, c'est qu'au lieu d'avoir des ailes qui recouvrent son corps, elle a deux petites baguettes qui dépassent. Alors en vrai, ça donne ça. C'est facile. Voilà, vous ne pourrez plus confondre une guêpe avec quoi que ce soit, même avec une abeille jaune et noire. Facile? Allez, hop, on passe à autre chose. La caractéristique des abeilles, s'il y en a une, c'est celle-là. Elles sont couvertes de poils, comme beaucoup d'insectes, alors de soie véritablement, puisque les poils étant la caractéristique des mammifères dont nous sommes. Tous les autres animaux qui ont des structures qui ressemblent à des poils, ça s'appelle des soies. Voilà. Le problème, c'est que les poils de porc, ça s'appelle des soies. Bon, c'est l'embrouille, mais bon. Enfin bon, chacun son verre à soi. Et du coup, ces poils, quand on les regarde au microscope, ils sont branchus, ils sont plumeux. Ce qui favorise l'accrochage des grains de pollen par effet mécanique et par effet électrostatique. Donc tout à fait intéressant, ça fait déjà une structure anatomique particulière des abeilles. Ensuite, elles ont un régime qui va être généraliste, on le dit polylectique ou spécialisé.
Mais dans tous les cas, elles vont avoir quand même des visites monospécifiques. C'est-à-dire quand elles vont sortir et qu'elles vont faire prunus, 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 elles vont rentrer. Une fois que les prunus sera épuisé au bout de quelques jours, elles vont faire par exemple rosa, 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 rosa et rentrer. Alors qu'un papillon, un coloptère, il va être plus dilettante. Il va faire prunus, rosa, pissenlit, et puis prunus, et prunus, hop, là, bah, là ça va marcher. Mais comme l'a dit François, si ça ne tombe pas sur la bonne plante, ça ne marche pas. Et donc les abeilles, par cet effet de comportement, sont plus efficaces en termes de transport des grains de pollen. Donc les structures de récolte, les poils branchus, ça c'est l'anatomie, et le comportement monospécifique, les visites monospécifiques. Voilà les éléments qui font que les abeilles sont plus efficaces en termes de pollinisation, mais ce ne sont pas les seuls pollinisateurs, bien entendu. Donc on distingue les abeilles à langue longue des abeilles à langue courte. Voilà, si on regarde les fleurs, les familles de fleurs qui sont consommées par les abeilles à langue courte, donc c'est la fable du renard et de la cigogne. Vous voyez, de La Fontaine. Vous voyez, le renard invite la cigogne à manger chez lui, et il lui donne à manger dans des assiettes. Donc la cigogne ne peut pas manger. En retour, la cigogne invite le renard à manger chez elle et lui donne à manger dans des vases. Voilà. Et donc ça, c'est la même chose. Là, on est dans les assiettes. Donc vous avez les renards qui peuvent manger dans les assiettes, dans les fleurs à corolle ouverte, donc comme les composées, les roses, les ombellifères, et puis tout un tas d'autres espèces. Si on regarde par contre les abeilles à langue longue, qui représentent là les cigognes, elles vont butiner dans les vases, que représentent les corolles soudées, les légumineuses, les lamiers, mais à l'inverse de la fable, les cigognes sont capables de butiner dans les assiettes aussi. Voilà. C'est la seule différence avec la fable. On trouve tous les degrés de socialité chez les abeilles. La grande majorité des abeilles sont solitaires. Alors, on trouve les mélitides, les andrènes, les apides et les mégachilles, à peu près toutes les familles qui sont représentées dans ce groupe d'espèces. Elles vivent de façon totalement indépendante. Ou bien, le niveau supérieur, c'est le niveau de grégarité où les espèces vont se réunir. Alors, il y a les deux modes, le mode résidence, c'est-à-dire chacun a sa petite maison, les unes posées à côté des autres, ou le mode immeuble, c'est-à-dire une entrée commune et des appartements séparés. Donc, la garde se fait communément, hein, les femelles gardent communément, ce que c'est les femelles piquent, hein, c'est le dard modifié, l'organe de pompe modifié, le dard. Et donc, l'entrée, les femelles gardent l'entrée ensemble, mais chacune a ses propres loges et ses propres bébés à l'intérieur. Ensuite, on a les niveaux subsociaux, qui du coup est représenté notamment par les halictes et les lasioglossums, où une femelle dominante va stresser les autres, les empêcher de pondre, les envoyer au travail et être la seule pondeuse. Donc c'est pas une différence anatomique comme chez les abeilles de ruche ou génétique comme chez les fourmis. Et puis les vrais niveaux de socialité, donc ça s'appelle les œufs sociales, donc les vrais sociales avec les bourdons et les abeilles de ruche, où l'un des grandes colonies est une seule reine pondeuse capable de pondre des œufs fécondés qui donneront des femelles, parce que les œufs non fécondés chez les hyménoptères donnent des mâles. Tous les mâles sont issus d'ovules développés sans spermatozoïdes. Donc on a la moitié du patrimoine génétique. Ce n'est pas le cas chez nous, je vous rassure. Donc les abeilles se développent à l'instar de tous les insectes avec 4 stades, œufs, larves, nymphes, adultes, voilà. Donc vous imaginez au mois de mars ce qui se passe dans le trou de vos fenêtres, bon là c'est un oplétisme, mais imaginez une osmie, dans le trou d'évacuation de vos fenêtres, là vous avez une bestiole qui sort en faisant tomber la terre, et puis elle va ramener, après s'être accouplée, la femelle va ramener un pain d'abeille, du nectar plus du pollen, poser un œuf, fermer la porte avec de la boue, et avancer ça comme ça jusqu'au bout du trou. Dans les 2-3 semaines qui suivent, la larve s'est éclos et au bout d'un mois, elle a tout mangé. Et là, on est donc fin mars ou début avril. Le problème, c'est qu'elle sort l'année suivante. Donc elle va attendre tout le printemps, tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver pour sortir à la fin de l'année suivante. Parce que chez nous, on est en milieu tempéré, qu'elle sort toutes les années. Dans le milieu subdésertique, ça peut être tous les 2 ans, 3 ans ou tous les 10 ans. Il y a donc vous voyez, rappelez, 3 semaines de consommation, 1 an d'attente, ou 3 semaines de consommation, 2, 3 ans, 10 ans d'attente. Voilà. Il y a des phénomènes de diapause qui peuvent être extrêmement longs chez les insectes. Alors elles vont nicher dans tout. Les hélicicoles vont nicher dans les coquilles d'escargots vides. Les mégachilles vont couper des feuilles et faire des petits cigares qu'elles vont rouler et qui vont servir de loge larvaire. Les antidies vont aller récolter des poils sur les plantes tomenteuses pour faire des nids. Les antidielles vont récupérer de la cire sur les conifères. Les xylocopes vont creuser le bois mort. Et puis l'essentiel, plus de 70%, vont nicher dans le sol avec l'exemple des halictes et des andrènes. En photo, ça donne ça, voilà, les sols marneux, les talus tranchés, les sablières, ça donne ces petites bestioles. Ça, on est au parc de la Fessine, là en bas à Villeurbanne, en bas d'un petit promontoire, là où les gens piétinent, on va à gauche, on va à droite, donc ils piétinent pendant 5 minutes, du coup c'est ultra tassé, il n'y a rien qui pourra jamais pousser, donc les espaces verts arrêtent de s'acharner là-dessus, on ne peut rien faire. Par contre, voilà, un sol nu ultra tassé, c'est une niche écologique vacante, qui est squattée, mais la nature n'aime pas le vide. Donc vous créez un truc. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y ait des sols nus tassés partout. Mais le sol nu tassé est différent du sol nu non tassé, qui est différent du sol enherbé. Tout ça, c'est la mosaïque de milieu. Et la mosaïque de milieu est exploitée, d'ailleurs c'est une réponse qu'on peut apporter à la diversité, est exploitée par une grande diversité de faune et de flore. Alors les sablières, voilà ce que ça donne. Avec l'exemple d'une prairie qui se trouve au sud-ouest de Lyon, sur un arrêté de biotope, un arrêté préfectoral de protection de biotope.
Le problème, c'est que tous les nids, là, c'est tous des nids à touche-touche que vous voyez, sur plusieurs hectares, tous des nids, des centaines de milliers d'andrennes vagues avec d'autres espèces. Et bien aujourd'hui, on a décidé d'y implanter une pépinière et de détruire la dernière prairie d'andrennes qu'il existe probablement dans la ville de Lyon. Enfin, à proximité de la ville de Lyon, ce n'est pas la ville de Lyon exactement, mais en tout cas dans le Grand Lyon, il ne doit pas en exister beaucoup. Un exemple du sud de l'Angleterre, un petit talus à 45 degrés, voilà, facile. Vous voyez que pour des questions d'hygiène, pour des questions de propreté, de faire propre, de je ne sais pas quoi, voilà comment un milieu totalement inaccessible aux humains et même aux DAU, parce que ça n'existe pas, on a vérifié dans le sud de l'Angleterre aussi, on stérilise un milieu. Inutile, inefficace et moche. Alors favoriser les abeilles, ça veut dire aussi aider les autres floricoles, renforcer les auxiliaires et la protection de culture. Donc c'est quand même pas inintéressant. On a près de 1000 espèces d'abeilles en France, 2000 en Europe, 20 000 connues dans le monde. Voilà les familles qui sont représentées. Vous voyez que l'abeille de ruche est ici. On l'a placée souvent en haut de la pyramide comme l'espèce la plus développée, la plus moderne. Bon, en fait, il s'avère que c'est une espèce tout à fait intéressante en termes de socialité, mais que c'est pas la famille la plus développée. C'est les collettes qu'on considérait avant comme étant la famille la plus primitive, mais je vais vous dire ça en images. Voilà les mélites. Maintenant, on va avoir droit à des images. Les mélites qui sont des espèces assez spécialisées. La mélite noire qui va sur la salicaire, la macropide d'Europe qui va sur les lysimaques. Donc, vous voulez voir ces deux espèces, vous allez au bord d'une mare, au bord d'un fossé, là où ces plantes poussent, et vous retrouvez ces deux espèces extrêmement faciles à déterminer, surtout celle-là avec sa petite patte bicolore noire et blanche. Les andrennes ou les abeilles des sables, dont il existe 179 espèces en France, avec l'andrenne à fesses rouges, donc là, c'est un petit peu tard, mais vous voyez qu'elle est sur la cardamine, sur la ficaire, des plantes assez printanières, assez tôt au printemps, et c'est une bestiole, donc il y a des fesses rouges, andrenne Emoroa, elle s'appelle son nom, vous allez deviner pourquoi, les naturalistes sont parfois des petits comiques. L'andrenne cendrée, l'andrenne vague, l'andrenne agile, l'andrenne brillante, voilà des andrennes qui sont assez grosses, qui sont assez communes au printemps, qui sont liées pour les andrennes vagues et cendrées au saule, donc au milieu, même si le saule d'ailleurs n'a pas besoin des insectes pour se reproduire, il a une reproduction anémophile, il y a des insectes qui ont un besoin indispensable du saule pour nourrir leurs larves, puisque la totalité du pollen apporté aux larves d'andrennes vagues ou d'andrennes cendrées ou d'autres andrennes, grandes andrennes blanches provient du saule. Donc ça ne marche pas que dans un sens. D'autres plus petites andrennes, avec l'andrenne à pattes jaunes, voilà la femelle et le mâle, donc on voit le dimorphisme. L'andrenne des fleurs qui va dans, elle s'appelle Florea, elle va que dans la bryone, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça. L'andrenne gravide, qui est aussi assez commune au printemps. Les panurges, qui sont des petites abeilles noires qui vont uniquement dans les astéracées liguliflores, excusez-moi du terme, mais il y a peut-être des botanistes dans la salle. Donc les astéracées, c'est cette famille-là, liguliflores qui ont que des pétales entre guillemets, des ligules, voilà, c'est pas des pétales mais c'est des ligules, et qui n'ont pas de centre de fleurs tubulaires. Voilà. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle des pétales, en fait, c'est pas des pétales, ce sont des ligules. Le pissenlit, c'est que des pétales entre guillemets. Voilà, c'est que des ligules, c'est que des fleurs ligulées. C'est-à-dire que la famille de plantes qui symbolise les pétales, la marguerite, je t'aime un peu beaucoup, elle n'a pas de pétales. Voilà. C'est des fleurs que vous arrachez. Et là, on voit bien que la fleur, d'ailleurs, il y a un sexe. Les halictes, qui sont les abeilles de la sueur, donc avec la très commune abeille halicte d'escabieuse que vous voyez rentrer dans un nid ici, butinée pleine de pollen, en train de s'accoupler ici, et puis d'autres halictes plus petites comme l'halicte dorée, l'halicte à quatre bandes, qui sont des espèces assez communes et qui vont nicher plutôt dans les terrains, les chemins et les terres battues, et qui ont tendance à venir se poser sur vous quand vous avez chaud, d'où leur nom d'abeilles des sentiers ou d'abeilles des chemins ou d'abeilles de la sueur. Les petits lasiogloss, qui sont eux qui font les petites colonies dans le sol, donc parfois avec des nids émergés, souvent avec des nids extrêmement tassés au sol, dont les mâles ont parfois un peu de rouge. Vous voyez, vous pouvez avoir des longues antennes et un corps assez effilé. Mais ça fait partie des abeilles que vous trouvez une grande partie de l'année, d'ailleurs dans le sud de la France, quasi toute l'année. Donc il n'y a pas que l'abeille de ruche qu'on peut trouver, mais en plein mois de décembre, en plein mois de janvier, dans le tiers sud de la France, vous pouvez tout à fait voir ces bestioles en train de butiner les pissenlits et les quelques fleurs qui restent. Et voilà, alors je suis assez fier parce que j'ai fait ces dernières photos la semaine dernière, ces deux-là, celle-là l'été dernier. Ce sont les plus petites abeilles d'Europe, les nomioïdes, qui font, vous voyez, 3 mm, quoi. Toutes petites, qui vivent dans les zones sablonneuses, qui sont donc les plus petites abeilles en France, font la taille de l'œil de la plus grosse, le xylocope. Du reste, c'est la même chose quand tu as un troglodyte mignon, qui fait 30 cm d'envergure, 5-6 grammes, et un vautour fauve qui fait 3 mètres d'envergure et quelques kilos. Voilà, on a la même différence, ou une souris et un éléphant, quoi. Donc quand on parle de diversité et de 1000 espèces, c'est ça que ça veut dire. C'est des comportements, des tailles, des couleurs, des adaptations, des spécificités, mais une différence au moins aussi importante que celle des oiseaux et des mammifères. Les eucères, qui sont des abeilles à longues antennes, cerf c'est cornes, et eux c'est vrai, donc les mâles ont des antennes aussi longues que le corps, vous voyez ces espèces parfois printanières, il est sur un lilas celui-là, et les femelles qui agglutinent le pollen sur leurs pattes postérieures ont des antennes beaucoup plus courtes.
C'est assez difficile comme groupe, sauf peut-être 2 espèces, dont celle-là, voilà le mâle en face de la femelle. Elle butine que 2 genres de plantes, la pulicaire et l'inule, donc vous les trouvez en milieu frais, humide ou bord de lisière, de forêt, là à partir de maintenant, cet été jusqu'à l'automne. Et c'est le cerf de la pulicaire. Les anthophores, que vous connaissez probablement pour les voir butiner tôt au printemps, notamment quand le climat est en dessous de 12 degrés, les abeilles mellifères ne sortent pas à ce moment-là sur les arbres fruitiers, et ce sont les osmies qu'on a vu, qu'on va voir. Ce sont les anthophores, ce sont les bourdons, voilà, ces grosses abeilles velues, ces grosses abeilles à doudoune poilue, qui sont capables de sortir à des températures extrêmement basses pour le bourdon terrestre. Hein. Une fois qu'il est sorti, la température peut redescendre à 1 ou 2 degrés, il continue à naviguer, alors évidemment un peu moins efficacement, mais il continue à naviguer. La très commune abeille anthophore à pattes plumeuses qu'on voit ici. Les xylocopes, qui sont les abeilles charpentières, les plus grosses des abeilles, donc je vous rappelle que la plus petite fait la taille de son œil, voilà, et qui nichent de façon solitaire dans le bois mort ou dans les tiges, comme les petites cératines, vous voyez là sortir de son nid, les petites cératines qui se nichent plutôt dans les tiges coupées, et les bourdons qui sont 48 espèces, donc 5% des abeilles en France sont des bourdons. Avec le bourdon, le groupe terrestre, il existe 4 espèces jumelles, sauf ce mâle qui est très facile à distinguer puisqu'il est tout jaune. Voilà d'autres exemples avec le bourdon des arbres, le bourdon des champs, le bourdon des jardins, le bourdon des pierres et une espèce coucou parce qu'il existe des espèces coucou. Rapidement, l'espèce mellifère, je pense qu'elle sera développée tout à l'heure, donc j'en parle pas, mais c'est quand même une espèce magnifique dont on a énormément de produits à tirer. Mais je tiens à vous rappeler que ça représente 0,1% de la diversité et qu'on ne peut pas, même si on a besoin de cette abeille pour tout, plein de raisons dont on va parler aujourd'hui, on ne peut pas se focaliser sur le maintien de l'abeille mellifère en termes de services de pollinisation. C'est comme si vous disiez, les oiseaux se cassent la gueule, on va mettre des poulaillers de partout. Ça ne changera pas le problème. Vous pouvez installer autant de poules domestiques que vous voulez, autant de poules pondeuses, vous ne réparez pas le problème des goélands, des troglodytes mignons ou des vautours fauves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a affaire à une espèce domestique sur 2 combats qui sont parallèles et complémentaires, mais l'un ne pourra pas remplacer l'autre. Les osmies, donc c'est la famille des mégachilles que vous trouvez qui vont nicher dans la sortie des fenêtres, hein, ces petites abeilles. Vous voyez l'osmie rousse en train de butiner ou en train de fermer son nid. D'autres petites osmies, l'osmie bleue, l'osmie rouge, qui sont des toutes petites osmies printanières. Les abeilles coupeuses de feuilles, donc je vous ai dit, qui récoltent le pollen sous leur abdomen et qui découpent des petits morceaux de feuilles, dont voilà la séquence. Petit découpage sur une feuille de rosier, voilà le transport de la feuille, et voilà les petits cigares à l'année suivante, enfin après la reproduction. Donc chaque petit cigare est une enveloppe larvaire. Les abeilles cotonnières, qui sont des abeilles jaunes et noires au vol stationnaire, c'est les rares abeilles jaunes et noires, et qui font des petits nids en coton installés sous les pierres. Vous voyez la séquence de récolte du coton. Et les collettes, la dernière famille, donc on considérait comme la plus ancienne, la plus primitive, et qui finalement est la plus évoluée, c'est la colette lapin, avec un exemple de nidification au bord du tram de Dessines. Voilà la colette du lierre, très commune aussi sur le lierre, elle ne butine que le lierre, donc vous la trouvez en septembre-octobre lorsque le lierre est en fleurs. Et le dernier groupe qu'on voit, c'est les abeilles coucou, parce que 20% des abeilles parasitent les autres abeilles, avec les sphécodes qui sont rouges, les célioxys, les dioxys, voilà, qui sont des espèces moins velues, souvent plus fines, mais qui, vous voyez avec cette nomada, quand elles sortent des fleurs, sont quand même recouvertes de pollen, donc assurent, puisqu'elles ont quand même des poils branchus, un service de pollinisation, bien qu'elles ne transportent pas de pollen comme le font les autres ouvrières. L'Epéolus, qui va paralyser la colette du lierre, et puis les Thyréus, les Mélectas. Oui, c'est des abeilles qui sont un petit peu différentes, à part les Mélectas qui sont un peu velues. Les abeilles coucou sont plutôt peu velues. Voilà, je crois que j'ai dépassé un tout petit peu. Je finis par vous dire que maintenir, on en reparlera tout à l'heure, c'est une nourriture variée, c'est des matériaux de nidification et c'est des zones de refuge. En somme, c'est ni plus ni moins que leur fournir le gîte et le couvert. Voilà, je vous remercie et à tout à l'heure.